Bonsoir, lundi 2 mars, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce journal. Le premier tour des élections municipales, c'est dans moins de 2 semaines. Focus chaque jour sur la campagne dans les Yvelines. Dans cette édition, présentation des candidats à Saint-Cyr-l'École. Une 4e liste se déclare à Maurepas et nous recevons Nicolas Hu en lice au Clé-sous-Bois. Une première dans les Yvelines, le domaine de Madame Elisabeth à Versailles accueillait le premier forum économique Afrique, France et quartier. Objectif, aider les entrepreneurs issus de la diaspora africaine à investir dans leur pays de leurs origines. Et puis nous parlerons d'Habiter mieux, un programme mené par le département des Yvelines avec l'ANA pour aider les ménages modestes à réaliser des travaux de rénovation énergétique. La collectivité ambitionne d'en accompagner 6 000 sur les 5 prochaines années. Cette information pour débuter ce journal, la direction d'Airbus Defence and Space annonce la suppression de plus de 400 postes en France sur le site d'Elancourt. 92 postes sont concernés, 36 le sont également pour les filiales du groupe, toujours à Elancourt et aussi à Toulouse. Pas de licenciement sec, mais un plan de départ volontaire qui va s'échelonner entre juillet 2020 et fin 2021. Les représentants syndicaux de la division d'Airbus, spécialisés dans les équipements militaires et spatiaux, ont exprimé leur inquiétude quant au possible manque d'effectifs en cas de reprise intensive du marché de l'espace. Le premier tour des élections municipales se rapproche, J-13 avant le dimanche 15 mars. Et depuis jeudi dernier, nous connaissons les candidats définitifs pour le scrutin. 288 listes sont déclarées en tout dans les Yvelines. C'est une certitude, il n'y aura qu'un seul tour dans au moins 74 communes du département qui comptent 1 ou 2 listes. Avec 9 candidatures, c'est au Vésinet qu'il y a le plus de listes inscrites sur le territoire. Données complètes à retrouver sur le site de la préfecture des Yvelines. À Maurepas, il y aura finalement 4 listes pour les élections municipales. Erwan Legal, le premier adjoint de Grégory Garestier, se lance à son tour dans la campagne. Annonce faite en fin de semaine dernière, Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. De premier adjoint au maire à tête de liste pour ce scrutin municipal, Erwan Legal a choisi de présenter sa propre équipe aux Maurepaisiens. Une candidature où l'on retrouve d'anciens membres de la majorité municipale, Sylvestre Donien, lui aussi adjoint au maire, Nathalie Bellegarde et Agathe Audet. Il y a dans la vie des séparations, des mariages forcés, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. Nous avons décidé avec Maurepas Autrement et l'ensemble de l'équipe de porter un vrai projet. Évidemment qu'il y a une réflexion sur la tête de liste, il y a une réflexion sur le programme. Une liste composée d'étudiants, de chefs d'entreprise, de retraités et de financiers. Au programme de cette équipe, les entreprises, la sécurité, la démocratie participative et l'environnement. Faire des propositions pour la commune avec des coûts financiers maîtrisés. Voilà, ça c'est un axe important. Il n'est pas question de partir sur des projets démesurés pour que les impôts et la fiscalité des Maurepaisiens s'enflamment. Nous, on voudrait faire un bilan carbone déjà de la commune, enfin en tout cas des actions communales de la ville, de savoir si on est bien, on n'est pas bien avec nos véhicules, avec la mobilité des agents, avec notre structure, la structure municipale qui est la mairie. 4 listes seront donc présentes dans les bureaux de vote le 15 mars face à Erwan Legal, le maire sortant Grégory Garestier et les conseillers municipaux d'opposition Ismaïla Vann et Michel Chapa. Et une petite précision, ce sont bien 688 listes qui seront candidates dans les Yvelines. J'ai annoncé tout à l'heure 288. Le chiffre de 688 qui s'affiche actuellement sur votre écran est bien le bon. Au Clé-sous-Bois, ils seront 5 candidats. Parmi eux, Nicolas Hu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition depuis 15 ans dans la commune. Pour la première fois, vous êtes candidat tête de liste pour ce scrutin des municipales. Votre liste, un autre projet pour les Clé-sous-Bois, une candidature qui est soutenue notamment par plusieurs partis de gauche, Génération auxquelles vous appartenez, mais aussi à la France Insoumise, l'EPS, le Parti communiste ou encore Europe Écologie Les Verts. Comment se déroule votre campagne? Est-ce que de nouveaux rendez-vous sont prévus dans les dernières semaines qui précèdent le scrutin? Tout à fait. Alors cette campagne se passe très très bien. Comme nous l'avons commencé, nous la poursuivons, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre des Clésiens en divers temps, des porte-à-porte, des réunions publiques. Comme nous avons précisément commencé cette campagne en créant justement le projet avec eux, nous continuons et nous
continuons à l'élaborer avec eux. Et donc, nous avons des réunions publiques qui sont prévues cette semaine, le 3 mars et le 5 mars, une dans chaque quartier de la ville, et puis la dernière le 9 mars, quelques jours avant le premier tour. Pour ces derniers jours avant le premier tour des municipales, alors samedi dernier, vous avez organisé une opération à la recherche des pistes cyclables au Clay. Ça fait partie des propositions phares que vous portez, développer un réseau cyclable au Clay-sous-Bois? Tout à fait. D'un point de vue général, évidemment, la question écologique et environnementale est un de nos points, un de nos axes principaux et un de nos points forts. Et nous avons justement essayé de diagnostiquer sur l'ensemble de la commune l'ensemble des réseaux cyclables qui seraient à mettre en œuvre et à développer, des réseaux partagés ou des réseaux en propre, et notamment en lien avec nos communes voisines, Villepreux et Plaisir, puisque nous sommes réellement imbriqués, ces trois communes les unes dans les autres, et il nous paraissait important de diagnostiquer la manière de relier ces trois villes pour nous rendre vers les centres commerciaux ou les sites administratifs de ces trois villes. Parce que ce genre de projet, il faut le penser à un niveau intercommunal, il faut le définir avec les autres communes, c'est ça? Alors déjà, il faut mailler évidemment correctement la ville, c'est-à-dire que les trois quartiers que comporte notre ville, quartier nord, quartier ouest et quartier centre, soient correctement reliés les uns aux autres. Et puis, il me semble bien entendu que lorsque nous avons des communes aussi limitrophes que Plaisir et Villepreux, il faut penser évidemment à pouvoir mailler ces réseaux avec ces communes pour que les habitants d'une commune puissent se développer de manière, se déplacer d'une manière tranquille d'une voie et d'une commune à l'autre, et ce de manière sécurisée. Et vous l'avez dit, ça fait partie bien sûr de vos propositions en matière de transition écologique, qui est, on peut le dire, l'un des thèmes phares de cette campagne des municipales. Que peut faire le maire justement sur cette thématique de la transition écologique? Sur la transition écologique, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, et notamment par exemple un des points qui nous tient à cœur sur les Clay-sous-Bois, c'est la maîtrise de notre urbanisme et la maîtrise et le respect de notre environnement et de nos espaces verts. Je prends pour exemple le centre et le parc des Bruyères, qui est aujourd'hui un gros sujet au sein de la ville, que la majorité sortante, aujourd'hui divisée en deux listes, Mme Frémont et M. Guiguen, souhaitent bâtir de nouveau pour du logement et du logement d'un certain niveau. Nous souhaitons que ces 7000 m² en plein cœur de ville, d'espaces de verdoyants et d'espaces de verdure, puissent rester ainsi, parce que c'est justement un projet qui est totalement anachronique. On se rend compte que dans de nombreuses communes, aujourd'hui, on fait le choix inverse, de revégétaliser nos espaces. Or, là, on nous demanderait de rebétonner un espace qui aujourd'hui est déjà verdoyant. C'est totalement contre nature et contre-productif. Et nous souhaitons évidemment préserver ce centre et ce parc en y installant un projet intergénérationnel qui allie les personnes âgées et évidemment les plus jeunes d'entre nous. Alors, autre point qui est ressorti de votre co-construction du programme avec les Claysiens, c'est le thème de la sécurité qui est un thème qui intéresse, en tout cas qui peut-être inquiète aussi les Claysiens. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, les listes et la majorité sortante a essentiellement focalisé son attention sur la question de la vidéosurveillance. C'est une chose qui s'est développée. Je pense que nous avons maintenant sur la ville un réseau assez maillé de caméras de vidéosurveillance. Mais pour moi, rien ne remplace la présence humaine. Et c'est pour ça que nous allons nous proposons à renforcer justement les équipes de médiation sociale. Nous partons, nous, sur un triptyque qui est simple. C'est prévenir, agir et sanctionner. Prévenir et agir, c'est évidemment avec une équipe de médiateurs sociaux, une équipe de correspondants de nuit, puisque nous savons aussi que de nombreuses incivilités se produisent à partir de 20h, 21h jusqu'à 1h du matin, et qu'il faut qu'il y ait un lien là entre les habitants et les services de police qui peut être justement pris en charge par la puissance publique à travers les correspondants de nuit. Et le troisième axe sur la sanction ou sur l'action est évidemment pour nous le renforcement des forces de police sur le secteur, notamment avec la création d'une police de sécurité du quotidien, qui est d'ailleurs un projet qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur il y a déjà 2 ans, et nous souhaitons nous y inclure parce qu'il nous paraît important d'avoir les 3 maillons de cette chaîne mis bout à bout pour qu'enfin on puisse vivre de manière
cure et en tout cas sereine au Claye-sous-Bois. Un dernier mot très rapide sur un autre thème, la démocratie participative aussi, qui revient souvent dans cette campagne des municipales. Est-ce que si vous êtes élu maire, vous allez aller vers davantage de démocratie participative? Est-ce que c'est votre souhait au Claye-sous-Bois? Oui, je pense que c'est nécessaire. En 19 ans, les Claysiens n'ont jamais été réellement consultés sur les grands projets d'envergure de la commune. Je parlais tout à l'heure du centre de loisirs des Bruyères. Je peux parler aussi maintenant du marché, de la restructuration du marché. Nous voyons aujourd'hui la restructuration du pôle gare dans lequel les Claysiens avaient des demandes et avaient proposé de nombreuses choses qui n'ont pas été prises en compte par la maire sortante et par donc son équipe qui se représente. Et nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait une vraie action de la part des Claysiens, une collaboration et une coélaboration avec nous de l'ensemble des dispositifs que nous mettrons en place, notamment à travers des dispositifs de votation citoyenne qui permettront aux Claysiens de se prononcer sur des grands projets d'envergure de la commune. Voilà pour vos thématiques. Nicolas Hu, merci d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes la tête de liste d'un autre projet pour les Claye-sous-Bois. Je précise que c'est votre première candidature en tant que tête de liste au Claye-sous-Bois et son candidat également dans la commune, l'adjointe Anne-Claire Frémont, le premier adjoint Philippe Guiguen, Olivier Augustin pour Lutte ouvrière et Stéphanie Jamin qui conduit une candidature citoyenne. Du côté de Montigny-le-Bretonneux, l'ancien directeur de cabinet de la majorité sortante a présenté sa liste aux habitants en fin de semaine dernière, une candidature basée notamment sur la transition écologique. Marilène Yapichino. L'équipe de Montigny Ensemble présentée aux habitants. Les 39 noms comportent autant d'anciens de la majorité municipale venus apporter leur expérience que de nouveaux pour un regard neuf. Aujourd'hui, je présente une équipe à la population qui a une moyenne d'âge de 43 ans. Et dans cette équipe, j'ai fait rentrer des gens qui étaient tous des personnes investies, soit dans le milieu associatif, soit dans les conseils de quartier. Les rôles sont distribués en fonction des appétences et compétences de chacun. Je vais déjà essayer d'être au plus près des parents d'élèves et également des enseignants. Déjà dans un premier temps de faire un tour d'horizon des questions qui peuvent se poser, des problèmes qui se posent pour essayer de bien diagnostiquer le sujet. Et naturellement aussi les JO qui va être une grande fête et qu'il faut qu'on réussisse au mieux. Laurent Merker a aussi présenté certaines propositions de son programme, réhabilitation du centre-ville, sécurité, le contact avec les habitants et une fiscalité mesurée et maîtrisée seront les points importants, avec aussi l'environnement pour lequel il propose la création d'une délégation mêlant fiscalité et transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne veut pas être dans le discours, mais dans la mise en œuvre d'un vrai projet de transition écologique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, si on veut avoir une vraie transformation des services de la ville, il faut situer la transition écologique au niveau de la gestion des finances, puisque c'est la finance qui arbitre tout ce qui va se jouer dans les autres services. L'équipe Montigny Ensemble va désormais présenter son programme complet aux habitants chaque week-end et poursuivre les réunions d'appartements déjà engagées. 2 autres listes sont engagées dans la commune. À Saint-Cyr-l'École, 2 candidates ont déposé leur liste pour les élections municipales. Sonia Brault, maire sortante, et face à elle, Lydie Dulompont. Présentation avec Mathilde Demilly. À Saint-Cyr-l'École, commune de 18 500 habitants, 2 candidates s'opposent. Sonia Brault, tête de liste de Saint-Cyr au cœur 2020, anciennement première surveillante dans l'administration pénitentiaire, elle s'engage en politique en 2008 sur la campagne électorale avec le souhait de s'investir dans la ville. Elle succède au mandat de Bernard Debain et devient maire en 2019. Le programme, il est à l'image de l'équipe, c'est-à-dire il regroupe les besoins, les envies de chaque quartier de Saint-Cyr. Et on va y trouver à l'intérieur l'envie qu'on peut voir monter aujourd'hui des Saint-Cyriens de participer à la vie municipale, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Et j'en suis ravie, ça veut peut-être dire qu'on aura plus d'électeurs, plus de participation à l'élection municipale en 2020. Lydie Dulompont, tête de liste de Saint-Cyr-l'École en commun, actuellement animatrice de communauté, elle s'est lancée dans le mouvement local, citoyen et participatif. Investie dans la vie associative locale, elle est devenue éducatrice à l'environnement avant de devenir tête de liste. Si je me suis investie dans ce mouvement, c'est parce que je pense qu'il est très important d'agir maintenant et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre encore 6 ans pour être vraiment au contact proche des habitants et savoir ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie de faire pour leur ville.
Et d'ailleurs, ce soir, TV78 et Radio Sensation Yvelines vous proposent un débat entre les deux candidates de Saint-Cyr-l'École. Émission à retrouver dès 20h sur notre chaîne ou sur la fréquence 98.4 FM pour nos confrères de Sensation Yvelines. Dans le reste de l'actualité, ce financement accordé par le Crous et l'université Versailles-Saint-Quentin à l'association Poème, 14 700 € pour aider à un projet, celui de distribuer des protections menstruelles gratuitement pour les étudiantes de l'UVSQ. Et je reçois 3 personnes pour en parler. Nous avons Charlotte Laurent, bonsoir. Bonsoir. Baptiste André, bonsoir. Et de l'autre côté, nous avons Manon Villetard, bonsoir. Alors vous êtes tous les 3 étudiants en médecine, 3e année de médecine à l'UVSQ, membres de l'association Poème, et vous avez porté ce projet. Juste pour revenir sur les origines, comment vous est venue l'idée de proposer ces distributions gratuites de protection menstruelle? Qui veut démarrer, peut-être Charlotte? Alors en fait, dès qu'on a intégré l'association, se battre pour la précarité menstruelle a été une de nos idées. On voulait proposer des protections menstruelles aux étudiantes, déjà par le biais de commandes groupées pour essayer de réduire les frais, mais c'était toujours trop cher, parce qu'il faut savoir que c'est un budget, c'est à peu près 30 ou 40 € par personne pour s'équiper, en réutilisable, hein, je parle serviettes réutilisables, cup menstruel. Donc on s'est dit, on a envie de trouver des financements pour aider les personnes menstruées et notamment les plus précaires. Et on a commencé par faire un sondage avec des questions ciblées pour avoir des chiffres forts, pour ensuite trouver des financements. On a pris quelques chiffres du sondage. Très bien. Alors quelles sont les conclusions du coup de ce sondage que vous avez mené? Baptiste, si tu veux en Les parler. premières conclusions, Baptiste. On a déjà Il est encore ouvert, hein, ce sondage, on précise. Ça, exactement. Allez-y. Il y a un QR code qu'on a partagé sur plein d'affiches et qu'on va mettre dans le plus d'universités possible. Donc on a reçu 465 réponses dans le sondage et il y a 80% des étudiantes qui ont répondu au sondage qui utilisent des serviettes jetables aujourd'hui et 52% des tampons jetables. Il y a quand même 15,7% qui utilisent des cups et 6,2% utilisent des serviettes lavables. Donc notre objectif, c'est de proposer aussi donc, des serviettes lavables pour que certaines étudiantes qui le veulent puissent passer le cap et utiliser un moyen de protection plus écologique et aussi plus rentable. C'est ça. Parce qu'au bout de 5 mois, ça devient très vite rentable. Le moyen sera biologique, c'est ça? C'était aussi votre aussi notre objectif, c'est répondre aux besoins des étudiantes qui ont des soucis financiers, mais aussi celles qui ont besoin de passer le cap pour une conscience écologique. D'ailleurs, si on regarde quelques chiffres aussi, 20% des sondés disent avoir déjà bricolé une protection menstruelle, 6,6% avouent également avoir dû faire le choix certains mois entre s'acheter une protection menstruelle ou s'acheter des produits de première nécessité. Charlotte le disait tout à l'heure, Manon, ce sont des protections qui coûtent cher, c'est un budget chaque mois? Oui, c'est vraiment un budget et nous, on a trouvé des prix revendeurs donc pour permettre aux étudiants d'en avoir des moins chers, parce que ça coûte très cher, c'est 15 € la serviette réutilisable. Il en faut au moins 6 pour pouvoir durer pendant le cycle, donc c'est vraiment très contraignant. C'est un investissement et généralement les étudiants n'ont pas l'argent ou ils ne peuvent pas se permettre de payer 100 € en un mois, même si c'est très vite rentabilisé. Ils ne peuvent pas se le permettre. Et donc vous êtes investi dans ce projet pour obtenir, je le rappelle, c'est 14 700 €. Vous avez dû répondre à un appel à projet. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé du coup pour obtenir ce financement. Alors suite à nos sondages qu'on a publiés sur le site de l'UVSQ et du campus qui ont été relayés, il y a le vice-président étudiant de l'UVSQ qui nous a contactés et qui nous a dit que le projet l'intéressait et on avait un appel à projet à répondre dans les 3 jours. Donc on a rempli le dossier, on a cherché des demandes de financement et on a rempli le dossier, on a présenté à une commission. Ils ont trouvé le projet vraiment génial et c'est là qu'ils nous ont donné une certaine somme. Donc 14 700 € sur les 56 000 je crois qui étaient demandés à la base, ça veut dire que vous allez continuer à chercher d'autres financements aussi? Oui. Et d'ailleurs, on profite de ce moment de visibilité pour vous appeler s'il y a des financeurs qui sont intéressés, des mairies, des financeurs publics comme privés, et également des dons, car suite à l'article dans la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a un monsieur qui nous a contactés pour nous donner une machine à coudre.
Donc on est allé récupérer, c'était un super moment d'échange. Et voilà, si vous avez des machines à coudre qui dorment dans le placard, nous on pourra les utiliser pour coudre ensuite. Pour confectionner ensuite ces protections menstruelles. Le site de l'association Poème qui s'affiche pour prendre contact avec vous. 4500 étudiants en tout qui vont pouvoir profiter de cette aide. Où et quand vont se dérouler ces distributions? Est-ce qu'elles sont déjà programmées? On pense qu'on fera les distributions sur les différents campus de l'UVSQ, mais on attend vraiment d'obtenir les financements pour pouvoir finaliser une date et distribuer tout ça. Mais on donnera un lieu, on donnera une heure, ce sera bien précis, ce sera bien dit, mais on fera sur un système de participation solidaire. Les gens pourront ou pas donner, voilà. Alors il nous reste 30 secondes, un petit mot peut-être pour terminer sur l'association Poème qui a d'autres actions avec un gros volet solidarité pour cette association. Oui, alors Charlotte. l'association Poème, elle se divise en un pôle solidaire, donc avec aussi bien de la solidarité locale qu'internationale. Donc il y a aussi le pôle santé publique, avec notamment l'hôpital des Nounours, que vous aimez bien relayer. Et il y a aussi le pôle écologie, donc ça c'est nouveau de cette année. Et via le pôle écologie, on a voulu se battre avec ce projet contre la précarité menstruelle. Il y a aussi des voyages humanitaires, solidaires qui sont organisés dans le monde entier. Et voilà, je rappelle que Poème, enfin je précise parce que je ne l'ai pas dit, que Poème ça veut dire Paris-Ouest, étudiants en médecine. On retrouve toutes les informations sur cette association qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous trois, Charlotte, Baptiste et Manon. Bravo pour ce projet porté au sein de l'association Poème. Direction Versailles à présent, le domaine de Madame Elisabeth accueillait vendredi dernier un forum économique qui s'adressait à la diaspora africaine, une première édition qui a réuni 350 personnes. Les détails avec Aurélie Ronze et Manon Varaldo. Comment peut-on entreprendre en Afrique? Une question soulevée lors du premier forum économique Afrique, France et Quartier à Versailles. Une manifestation organisée par l'association Envol. Objectif, mieux comprendre les écosystèmes de ces deux entités complémentaires. En France, on a le savoir-faire, on a la technologie. En Afrique, on a la connaissance du marché, on a la connaissance des vrais besoins. Et les deux réunis permettent de faire un bon mélange pour une réussite entrepreneuriale. L'Afrique, c'est là où il y a le potentiel, c'est là où il y a l'avenir. Et donc, pour les Sénégalais, nos enfants qui sont ici, on leur donne l'occasion de venir participer à l'émergence, par exemple, du Sénégal. Politiques, investisseurs ou encore chefs d'entreprise, ils étaient au total 350 réunis au domaine de Madame Elisabeth. Le but principal est d'aider les pays de l'Afrique francophone à structurer l'investissement individuel et privé sur les sociétés innovantes. Autre but, permettre aux Français, notamment aux Yvelinois, d'entreprendre en Afrique de manière structurée. Par le biais d'Yvelines Coopération Internationale et Développement, le département soutient également des initiatives en faveur de l'Afrique. Les Yvelines sont un département qui accueille une importante diaspora africaine et qui a noué des relations très suivies, très importantes avec ce continent africain, justement dans cette volonté, en s'appuyant sur les diasporas yvelinoises, de participer au développement d'un continent qui en a bien besoin. Cette première édition va également permettre la mise en place d'une plateforme d'accompagnement des entreprises. C'est un dispositif de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, le programme Habiter mieux depuis 2011. Le département des Yvelines s'est saisi de cette mesure pour l'amplifier à son territoire. En 2017, 3400 Yvelinois ont bénéficié d'une aide pour de la rénovation énergétique. C'est le cas d'un foyer à Houdan, reportage de Nicolas Dandry. C'est l'isolation du pignon entre le garage et le couloir de la maison. Avec son mari, Anne-Claire Lebas vit à Houdan depuis 21 ans. 3 hivers après leur rénovation énergétique, ils économisent environ 600 € par an sur leur facture de consommation d'énergie. La maison date de 1974, donc elle est assez âgée. On avait une grande déperdition de chaleur et elle était chauffée entièrement à l'électricité, radiateur électrique, qui eux étaient aussi assez âgés. Penser à l'environnement et puis on voulait aussi faire des économies au niveau de la facture d'électricité. Après l'achat de ce poêle à granules, ils ont appris l'existence de l'accompagnement sur ce type de travaux. Ils ont constitué un dossier auprès de l'ANA. Résultat, sur les 25 800 € de travaux, ils ont bénéficié de 3 000 € du département et de 12 000 € de l'État. Il y a eu l'isolation des combles, donc l'entreprise a soufflé de la laine de coton.
Habiter mieux, c'est le programme dont a bénéficié Anne-Claire Lebas. Plusieurs critères à remplir, être propriétaire d'un logement construit il y a plus de 15 ans, une aide attribuée sous condition de ressources. On fait une double proposition aux Yvelinois, à la fois une aide financière qui vient compléter déjà les aides de l'ANA. Il faut quand même savoir que cumuler aide de l'ANA et les aides du département des Yvelines, on peut aller jusqu'à 75% du montant des travaux financés par le programme Habiter mieux. Une deuxième proposition que fait le département des Yvelines aux Yvelinois, c'est un accompagnement qui est à la fois gratuit et neutre d'experts en matière de rénovation énergétique. 2 opérateurs, Solia et Citémétrie, sont missionnés par le département. Objectif pour les Yvelines, accompagner 6000 ménages d'ici à 2023. Au chapitre culturel, l'ouverture du 9e festival des images vagabondes. Elle avait lieu vendredi dernier au Ciné 7 à Elancourt. Conférence sur l'histoire des femmes dans le cinéma et une projection du film Mignonne de Maïmouna Doucouré. L'événement organisé par l'association Contre-Champ jusqu'au 29 mars propose un parcours cinéma au travers d'une thématique, celle des femmes rebelles. Cette année a été retenue. Plusieurs animations sont programmées. Écoutez. Dans le programme du festival, c'est assez varié. Il y a des projections de films de long métrage, des courts métrages, des films pour le jeune public, ainsi que des conférences, des ateliers pratiques et une compétition de courts métrages qui clôturera le festival fin mars. Une soirée de clôture qui se tiendra le 28 mars à Verneuil-sur-Seine. Retrouvez le programme complet de ce festival sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Dans un instant sur TV 78, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Sport, l'ensemble des résultats, des événements à suivre aussi prochainement dans les Yvelines. Et vous le verrez, des rencontres qui se sont bien tenues ce week-end malgré le froid polaire, comme en rugby entre l'URC 78 et Melun. Le 7-8 Sport, c'est dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous sur TV 78.